Bonsoir à tous, bienvenue sur D8 pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Aujourd'hui, je vais poursuivre la lecture du roman Le Bagnard de l'Opéra d'Alexandre Dumas, célèbre romancier du 19e siècle, connu pour de nombreuses œuvres, dont celle-ci qui est parue en 1844. Et alors, dans ce court roman, Dumas nous fait vivre les surprenantes pérégrinations d'un dandy faux-monnayeur. Je vais donc poursuivre cette lecture et n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Merci beaucoup. Donc nous en étions au deuxième chapitre que j'ai déjà commencé depuis quelques pages. C'était celui qu'on avait désigné sous le nom de Rossignol. Je compris que Gabriel avait trouvé le moyen de m'écrire et que Rossignol s'était chargé d'être son messager. Je répondis par un signe d'intelligence au signe qu'il m'avait fait et je remerciai le gardien. « Monsieur désirerait-il lui parler ?» me demanda-t-il. « En ce cas, malade ou non, je le ferai venir demain. »« Non, répondis-je, mais sa figure m'avait frappé. Et ne le voyant pas aujourd'hui au milieu de ses camarades, je m'informais des causes de son absence. Il me semble que cet homme est au-dessus de ceux avec lesquels il se trouve. »« Oui, oui, dit le garde Chiourne, c'est un de nos messieurs. Et il a beau faire, cela se voit tout de suite. » J'allais demander à mon brave argousin ce qu'il entendait par « un de ces messieurs ». Lorsque je vis Rossignol qui, tout en traînant son compagnon de chaîne après lui, levait une pierre et cachait la lettre qu'il m'avait montrée sous cette pierre. Dès lors, comme on le comprend bien, je n'eus plus qu'un désir. C'était de tenir cette lettre. Je congédiai le garde Chiourne par un mouvement de tête qui signifiait que je n'avais pas autre chose à lui dire, et j'allai m'asseoir près de la pierre. Il retourna aussitôt prendre sa place, à la proue du canot. Pendant ce temps, je levai la pierre, et je m'emparai de la lettre. Et chose étrange, non pas sans une certaine émotion. Je rentrai chez moi. Cette lettre était écrite sur du gros papier, écolier, mais pliée proprement, et avec une certaine élégance. L'écriture était petite, fine, d'un caractère qui eût fait honneur à un écrivain de profession. Elle portait cette suscription : à Monsieur Alexandre Dumas. Cet homme, de son côté, m'avait donc aussi reconnu. J'ouvris vivement la lettre, et je lus ce qui suit. Monsieur, j'ai vu hier les efforts que vous faisiez pour me reconnaître, et vous avez dû voir ce que je faisais pour ne pas être reconnu. Vous comprenez qu'au milieu de toutes les humiliations auxquelles nous sommes en butte, une des plus grandes est de se trouver face à face, dégradé, comme nous le sommes, avec un homme qu'on a rencontré dans le monde. Je me suis donc donné la fièvre pour m'épargner aujourd'hui cette humiliation. Maintenant, monsieur, s'il vous reste quelque pitié pour un malheureux qui, il le sait, n'a même plus droit à la pitié, n'exigez point que je rentre à votre service. J'oserais même vous demander plus. Ne faites aucune question sur moi. En échange de cette grâce, que je vous supplie à genoux de m'accorder, je vous donne ma parole d'honneur qu'avant que vous ne quittiez Toulon, je vous ferai connaître le nom sous lequel vous m'avez rencontré. Avec ce nom, vous saurez de moi tout ce que vous désirez en savoir. Daignez prendre en considération la prière de celui qui n'ose pas se dire. Votre bien humble serviteur, Gabriel Lambert. Comme l'adresse, la lettre était écrite de la plus charmante écriture anglaise qui se pût voir. Elle indiquait une certaine habitude de style, quoique les 3 fautes d'orthographe qu'elle contenait dénonçassent l'absence de toute éducation. La signature était ornée d'un de ces paragraphes compliqués, comme on n'en trouve plus qu'au bout du nom de certains notaires du village. C'était un mélange singulier de vulgarité originelle et d'élégance acquise. Cette lettre ne me disait rien pour le présent, mais elle me promettait pour l'avenir tout ce que je désirais savoir. Puis je me sentais pris de pitié pour cette nature plus élevée.
ou, comme on le voudra, plus basse que les autres. N'y avait-il pas un reste de grandeur dans son humiliation? Je résolus donc de lui accorder ce qu'il me demandait. Je dis au garde Chiourne que, loin de désirer qu'on me rendît Gabriel Lambert, j'eusse été le premier à demander qu'on me débarrassât de cet homme, dont la figure me déplaisait. Puis je n'en ouvris plus la bouche, et personne ne m'en souffla mot. Je restai encore 15 jours à Toulon, et pendant ces 15 jours, la barque et son équipage demeurèrent à mon service. Seulement, j'annonçai d'avance mon départ. Je désirais que cette nouvelle parvint à Gabriel Lambert. Je voulais voir s'il se souviendrait de la parole d'honneur qu'il m'avait donnée. La dernière journée s'écoula sans que rien m'indiquât que mon homme se disposa le moins du monde à tenir sa promesse. Et je l'avoue, je me reprochais déjà ma discrétion. Lorsqu'en prenant congé de mes gens, je vis Rossignol jeter un coup d'œil sur la pierre où j'avais déjà trouvé la lettre. Ce coup d'œil était si significatif que je le compris à l'instant même. Je répondis par un signe qui voulait dire « c'est bien ». Puis tandis que ces malheureux, désespérés de me quitter, car les 15 jours qu'ils avaient passés à mon service avaient été pour eux 15 jours de fête, s'éloignaient de la Bastide en ramant, j'allais lever la pierre, et sous la pierre, je trouvai une carte. Une carte écrite à la main, mais qu'on eût juré être gravée. Sur cette carte, je lus le vicomte Henri de Faverne. Chapitre 3. Le foyer de l'opéra. Gabriel Lambert avait raison. Ce nom seul me disait, sinon tout, du moins une partie de ce que je désirais savoir. C'est juste Henri de Faverne, m'écriai-je. Henri de Faverne, c'est cela. Comment diable ne l'ai-je pas reconnu? Il est vrai que je n'avais vu celui qui portait ce nom que 2 fois. Mais c'était dans des circonstances où ces traits s'étaient profondément gravés dans ma mémoire. C'était la 3e représentation de Robert le Diable. Je me promenais, pendant l'entr'acte, au foyer de l'opéra, avec un de mes amis, le baron Olivier d'Ornois. Je venais de le retrouver le soir même, après une absence de 3 ans. Des affaires d'intérêt l'avaient appelé à la Guadeloupe, où sa famille avait des possessions considérables, et depuis 1 mois seulement, il était de retour des colonies. Je l'avais revu avec grand plaisir, car autrefois, nous avions été fort liés. 2 fois, en allant et en venant, nous croisâmes un homme, qui à chaque fois le regarda avec une affectation qui me frappa. Nous allions le rencontrer une 3e fois lorsque Olivier me dit « Vous est-il égal de vous promener dans le corridor au lieu de vous promener ici ?» « Parfaitement, lui répondis-je. Mais pourquoi cela ? » « Je vais vous le dire, reprit-il. Nous fîmes quelques pas, et nous nous trouvâmes dans le corridor. Parce que, continua Olivier, nous avons croisé 2 fois un homme qui vous a regardé d'une singulière façon, je l'ai remarqué. Qu'est-ce que cet homme ? Je ne puis le dire précisément, mais ce que je sais, c'est qu'il a l'air de chercher à avoir une affaire avec moi. Tandis que moi, je ne me soucierais pas le moins du monde d'avoir une affaire avec lui. Et depuis quand donc, mon cher Olivier, craignez-vous les affaires ? Vous aviez autrefois, si je me le rappelle bien, la fatale réputation de les chercher plutôt que de les fuir. Oui, sans doute. Je me bats quand il le faut. Mais vous le savez, on ne se bat pas avec tout le monde. Je comprends. Cet homme est un chevalier d'industrie. Je n'en ai aucune certitude, mais j'en ai peur. En ce cas, mon cher, vous avez parfaitement raison. La vie est un capital qu'il ne faut risquer que contre un capital à peu près équivalent. Celui qui fait autrement joue un jeu de dupes. En ce moment, la porte d'une loge s'ouvrit. Et une jeune et jolie femme fit coquettement signe de la main à Olivier, à qui elle désirait parler. « Pardon, mon cher, il faut que je vous quitte. »« Pour longtemps ?
Non, continuez de vous promener dans le corridor et avant 10 minutes, je vous rejoins. À merveille. Je continuais de me promener seule pendant le temps indiqué et je me trouvais du côté opposé à celui où j'avais quitté Olivier. Lorsque j'entendis tout à coup une grande rumeur et que je vis les autres promeneurs se porter du côté où cette rumeur était née. Je m'avançai comme tout le monde et je vis sortir d'un groupe Olivier qui, en m'apercevant, s'élança à mon bras en me disant « Venez mon cher, sortons !» « Qu'y a-t-il donc » demandai-je, « et pourquoi êtes-vous si pâle ?»« Il y a que ce que j'avais prévu est arrivé. Cet homme m'a insulté et il faut que je me batte avec lui. Mais venez vite chez moi ou chez vous, je vous conterai tout cela. » Nous descendîmes rapidement l'un des escaliers. L'étranger descendait l'autre. Il tenait son mouchoir sur son visage et son mouchoir était taché de sang. Olivier et lui se rencontrèrent à la porte. « Vous n'oublierez pas, monsieur, dit l'étranger à haute voix, de matière à être entendu de tout le monde, que je vous attends demain à 6 heures au bois de Boulogne, allée de la Muette. »« Eh oui, monsieur, dit Olivier en haussant les épaules, c'est chose convenue. » Et il fit un pas en arrière pour laisser passer son adversaire, qui sortit en se drapant dans son manteau et avec la prétention visible de faire de l'effet. « Oh mon Dieu, mon cher, dis-je à Olivier, qu'est-ce que ce monsieur? Et vous allez vous battre avec cela? Il le faut par Dieu. » Et pourquoi le faut-il? Parce qu'il a levé la main sur moi, parce que je lui ai envoyé un coup de canne à travers la figure. Vraiment? Parole! Une scène de crocheteur! Tout ce qu'il y a de plus sale, j'en ai honte, mais que voulez-vous, c'est ainsi. Mais qu'est-ce que c'est donc que ce manant-là qui croit qu'on est obligé de donner à des gens comme nous des soufflets pour les faire battre? Ce que c'est un monsieur qui se fait appeler le vicomte Henri de Faverne. Henri de Faverne? Je ne connais pas cela. Ni moi non plus. Eh bien, comment avez-vous une affaire avec un homme que vous ne connaissez pas? C'est justement parce que je ne le connais pas que j'ai avec lui une affaire. Cela vous paraît étrange, qu'en dites-vous? Je l'avoue. Je vais vous raconter cela. Tenez, il fait beau. Au lieu de nous enfermer entre 4 murailles, voulez-vous venir jusqu'à la Madeleine? Jusqu'où vous voudrez. Voici ce que c'est. Ce monsieur Henri de Faverne a des chevaux superbes et joue à un jeu fou, sans qu'on lui connaisse aucune fortune au soleil. Au reste, payant fort bien ce qu'il achète ou ce qu'il perd, de ce côté, il n'y a rien à dire. Mais comme il est, à ce qu'il paraît, sur le point de se marier, on lui a demandé quelques explications sur cette fortune dont il fait un usage si éblouissant. Il a répondu qu'il était d'une famille de riches, colons, qui avaient des biens considérables à la Guadeloupe. Alors justement, comme j'en arrive, on est venu aux informations près de moi. Et l'on m'a demandé si je connaissais un comte de Faverne à la Pointe-à-Pitre. Il faut vous dire, mon cher, que je connais à la Pointe-à-Pitre tout ce qui mérite d'être connu, et qu'il n'y a pas d'un bout de l'île à l'autre plus de comtes de Faverne que sur ma main. Vous comprenez? Moi, j'ai dit tout bonnement ce qu'il en était, sans attacher à ce que je disais d'autre importance. Puis au bout du compte, comme c'était la vérité, je l'eusse dite dans tous les cas. Or, il paraît que mon refus de reconnaître ce monsieur a mis obstacle à ses projets de mariage. Il a crié bien haut que j'étais un calomniateur et qu'il me ferait repentir de mes calomnies. Je ne m'en suis pas autrement inquiétée. Mais ce soir, je l'ai rencontré, comme vous avez vu, et j'ai senti, vous savez, on sent cela, que j'allais avoir une affaire avec cet homme. Au reste, mon cher ami, vous êtes témoin que cette affaire, je l'ai évitée tant que j'ai pu. Mais que voulez-vous? Je ne pouvais pas faire davantage. J'ai quitté le foyer, j'ai pris le corridor. En m'apercevant qu'il nous avait suivis dans le corridor, je suis entrée dans la loge de la comtesse, qui elle-même, comme vous le savez, est créole, et qui n'a jamais entendu parler de ce monsieur, ni de quelque Faverne que ce soit. Je croyais en être quitte. Bast. Il m'attendait en face de la porte de la loge. Vous savez le reste. Nous nous battons demain. Vous l'avez entendu. Oui, à 6 heures du matin. Mais qui donc a réglé ça?
Et voilà encore ce qui prouve que j'ai affaire à je ne sais quel croquant. Est-ce que c'est jamais aux adversaires à régler ces choses-là? Que restera-t-il à faire aux témoins alors? Puis se battre à 6 heures du matin, comprenez-vous cela? Qu'est-ce qui se lève à 6 heures? Ce monsieur a donc été garçon de charrue dans sa jeunesse. Quant à moi, je sais que je vais être demain matin d'une humeur massacrante et que je me battrai très mal. Comment? Vous vous battrez très mal? Sans doute. C'est une chose sérieuse que de se battre. Que diable! On prend toutes ses aises pour faire l'amour et on ne s'accorde pas la plus petite fantaisie en matière de duel. Moi, je sais une chose, c'est que je me suis toujours battue à 11 heures ou midi. Et qu'en général, je m'en suis très bien trouvée. À 6 heures du matin, je vous demande un peu, au mois d'octobre, on meurt de froid, on grelotte, on n'a pas dormi. Bien, mais rentrez et couchez-vous. Oui, couchez-vous, c'est facile à dire. On a toujours, quand on se bat le lendemain, quelque chose comme un bout de testament à faire, une lettre à écrire à sa mère ou à sa maîtresse. Tout ça vous prend jusqu'à 2 heures du matin, puis on dort mal, car, voyez-vous, on a beau dire, si brave qu'on soit, c'est toujours une mauvaise nuit que la nuit qui précède un duel. Et se lever à 5 heures, car pour se trouver au bois de Boulogne à 6 heures, il faut se lever à 5 heures. Se lever à la bougie, connaissez-vous rien de plus maussade que cela? Aussi qu'il se tienne bien, ce monsieur, je ne le ménagerai pas. Je vous en réponds. À propos, je compte sur vous comme témoin. Par Dieu. Apportez vos épées. Je ne veux pas me servir des miennes. Il pourrait dire qu'elles sont à ma garde. Vous vous battez à l'épée? Oui, j'aime mieux cela. Cela tue aussi bien que le pistolet et cela n'estropie pas. Une mauvaise balle vous casse un bras. Il faut vous le couper et vous voilà manchot. Apportez vos épées. C'est bien, je serai chez vous à 5 heures. À 5 heures. Comme c'est amusant pour vous aussi de vous lever à 5 heures. Oh, pour moi, cela m'est à peu près indifférent. C'est l'heure où je me couche. C'est égal. Lorsque les choses se passeront entre gens comme il faut et que vous serez mon témoin, faites-moi battre comme vous l'entendrez. Mais faites-moi battre à 11 heures ou midi et vous verrez. Parole d'honneur, il n'y aura pas de comparaison. J'y gagnerai 100%. Allons donc, je suis sûre que vous serez superbe. Je ferai de mon mieux. Mais d'honneur, j'aurais mieux aimé me battre ce soir sous un réverbère, comme un soldat aux gardes, que de me lever demain une pareille heure. Ainsi, vous, mon cher, qui n'avez pas de testament à faire, allez vous coucher. Allez et recevez mes excuses au nom de ce monsieur. Je vous quitte, mon cher Olivier, mais c'est pour vous laisser tout votre temps à vous-même. Avez-vous quelque autre recommandation à me faire? À propos, il me faut 2 témoins. Passez au club et prévenez Alfred de Nerval que je compte sur lui. Ça ne le dérangera pas trop. Il jouera jusqu'à cette heure-là. Et tout sera dit. Puis il nous faut, je ne sais pas, parole d'honneur, où j'ai la tête. Il nous faut un médecin. J'ai pas envie, si je lui donne un coup d'épée, de lui sucer la plaie à ce monsieur. J'aime mieux qu'on le saigne. Avez-vous quelques préférences? Pour qui? Pour un docteur? Non, je les redoute tous également. Prenez Fabien. N'est-ce pas votre médecin? C'est le mien aussi. Il nous rendra ce service avec grand plaisir, à moins cependant qu'il ne craigne que cela lui fasse tort près du roi, car vous savez qu'il vient d'être attaché à la cour, par Cartier. Soyez tranquille, il n'y songera même pas. Je le crois, car c'est un excellent garçon. Faites-lui toutes mes excuses de le faire lever à pareille heure. Il y est habitué. Pour un accouchement, pas pour un duel. Mais avec cela, je bavarde comme une pie. Et je vous tiens là dans la rue, sur vos jambes, tandis que vous devriez être dans votre lit. Allez vous coucher, mon cher ami, allez vous coucher. Allons, bonsoir et bon courage. Ah, ma foi, je vous jure que je n'en sais rien, dit Olivier en bâillant à se démonter la mâchoire. Car en vérité, vous ne vous faites point idée combien cela m'ennuie de me battre avec ce drôle-là. Et sur ces paroles, Olivier me quitta pour rentrer chez lui, tandis que j'allais au club et chez Fabien. Je lui avais donné la main en le quittant, et j'avais senti sa main agitée d'un mouvement nerveux. Je n'y comprenais plus rien, Olivier avait presque la réputation d'un duelliste. Comment donc un duel l'impressionnait-il à ce point-là? N'importe, je n'en étais pas moins sûre de lui pour le lendemain.
Chapitre 4. Préparatifs. Je courus chez le docteur et de là, au club. Alfred promit de ne pas se coucher et Fabien d'être levé à l'heure convenue. Tous deux devaient se trouver chez Olivier à 5h moins un quart. J'y arrivai à 4h30 pour lui dire que tout était réglé à sa convenance. Je le trouvai assis devant sa table et achevant d'écrire quelques lettres. Il ne s'était pas couché. « Eh bien, mon cher Olivier, lui demandai-je, comment vous trouvez-vous ? » Oh, très mal à mon aise. Vous voyez l'homme le plus fatigué de la terre ? Comme je m'en doutais. Je n'ai pas eu le temps de dormir 1 minute. Vous voyez le feu qu'il y a ? Eh bien, je n'ai même pas pu me réchauffer. Est-ce qu'il fait froid dehors ? Non, le temps est humide. Il tombe du brouillard. Vous verrez que nous serons assez heureux pour qu'il tombe de l'eau à torrent. Se battre par la pluie, les pieds dans la boue, comme c'est amusant. Si cet homme n'était pas un goujat, on aurait remis la chose à plus tard, où l'on se serait battu à couvert. Aussi, il peut être tranquille, son affaire est claire. Et je le guérirai de l'envie de venir me chercher une seconde fois dispute. Je vous en réponds. Ah ça ? Mais vous en parlez, mon cher, comme si vous étiez comme si vous étiez sûr de le tuer. Oh, vous comprenez, on n'est jamais sûr de tuer son homme. Il n'y a que les médecins qui puissent répondre de cela. N'est-ce pas, Fabien ? Ajouta Olivier en souriant et en tendant la main au docteur, qui entrait. Mais je lui donnerai un joli coup d'épée. Voilà tout. Dans le genre de celui que vous avez donné la veille de votre départ pour la Guadeloupe, à cet officier portugais que j'ai eu toutes les peines du monde à tirer d'affaire, n'est-ce pas ? Dit Fabien. Oh, celui-là, c'est autre chose. Celui-là avait choisi le mois de mai. Puis, au lieu de me jeter brutalement son heure au nez, il m'avait poliment demandé la mienne. Mon cher, imaginez-vous, c'était une partie de plaisir. Nous nous battions à Montmorency par une charmante journée à 11h du matin. Vous rappelez-vous, Fabien ? Il y avait dans le buisson qui se trouvait à côté de nous une fauvette qui chantait. J'adore les oiseaux. Tout en me battant, j'écoutais chanter cette fauvette. Elle ne s'envola qu'au mouvement que vous fîtes en voyant tomber mon adversaire. Comme il tomba bien, n'est-ce pas ? En me saluant de la main. C'est un homme très comme il faut que ce Portugais. L'autre tombera comme un bœuf, vous verrez, en m'éclaboussant. Ah ça, mon cher Olivier, lui dis-je, vous êtes donc un Saint-Georges pour parler comme cela d'avance. Non, je tire même assez mal, mais j'ai le poignet solide. Et sur le terrain, un sang-froid de tous les diables. D'ailleurs, cette fois-ci, j'ai affaire à un lâche. À un lâche qui est venu vous provoquer. Cela ne fait rien. Au contraire, cela vient de l'appui de mon assertion. Vous avez bien vu qu'au lieu de m'envoyer tranquillement ses témoins, comme cela se fait en bonne compagnie, il a voulu se monter la tête en m'insultant lui-même. Et encore a-t-il passé près de moi 2 fois sans faire autre chose que me regarder. Puis il m'a vu me détourner de mon chemin. Il a cru que j'avais peur et il a fait le crâne. C'est un homme qui a besoin de se battre avec quelqu'un de bien placé dans le monde pour se réhabiliter. C'est pas un duel qu'il me propose, c'est une spéculation qu'il entreprend. Au reste, vous verrez. Tout cela sur le terrain. Ah, voilà enfin Nerval, j'ai cru qu'il ne viendrait pas. Et c'est là-dessus que nous allons arrêter cette lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à revoir les replays sur le site www.d8.tv et n'hésitez pas aussi à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne nuit ou une bonne journée. À bientôt.